Ok, bienvenue de nouveau. Ici c'est toujours moi, Serge Kakilembe, pour le www.jctune.com et bienvenue de retour à mon canal éducatif, le Trading Wall Street TV. Et ici on est à la partie 2 du crypto rapport du 18 novembre. Rappelez-vous, dans la première partie, on a eu mon introduction à la conférence blockchain et crypto-monnaie de Madrid du mercredi 15 novembre. Ensuite, vous avez eu la première partie de l'émission, les performances. Et ensuite, on allait voir les news, on a fait le Bitcoin. Et ensuite, on a regardé les banquiers et les institutions. Maintenant, on va faire la vidéo numéro 2. Donc, on va continuer dans tout ce qui est news et on va faire les trois dernières parties, c'est-à-dire la partie numéro un. On va voir maintenant ce qui se passe au niveau global. Donc, on va faire un tour d'horizon pour voir tout ce qui se dit au sujet des cryptos, du blockchain et tout ce que vous voulez à travers le monde. La deuxième partie, ensuite, on va regarder les fraudes, quels sont les problèmes qui se sont passés. Cette semaine-ci, on n'a qu'un article. Et en troisième partie, pour terminer cette deuxième rubrique, on va terminer avec exactement les altcoins et le blockchain. Donc, qu'est-ce qui se passe au niveau, par exemple, du Dash, Ethereum et ainsi de suite. On va voir ce qu'il y a. OK? Donc là, on y va tout de suite. Donc, moi, je vais me bouger de l'écran et on va continuer cela tout de suite. OK? On y va. Voilà, voilà, voilà. Et donc maintenant, on est là et on retourne. Donc vous savez bien, vous pouvez me trouver au www.jctune.com. Et maintenant, on continue. Donc avant d'aller dans la rubrique qui était la rubrique globale, enfin la partie globale, la deuxième partie, qu'est-ce que l'on va regarder réellement? Il y avait deux choses avec lesquelles moi, j'aurais, comment dirais-je, j'aurais aimé continuer avec quelque chose en particulier. C'était quoi? C'est avant d'aller plus loin, il y avait encore les articles, vous avez vu que j'étais en train de recevoir au même moment. Là, c'est quelque chose que je viens de recevoir tout de suite et c'était marrant. Je me suis dit, ben voilà, il fallait que je partage. On a fait un lien entre la montée du Bitcoin et les tweets. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup de personnes qui sont là en train de s'exprimer sur Twitter et ainsi de suite. Et on a vu que depuis que le Bitcoin était monté très 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 rapidement, vous voyez même qu'il a caressé les 8000, donc c'était avant qu'il caresse les 8000, on a vu que l'activité, comment dirais-je, que l'activité tweet, vous voyez le Bitcoin ici, le Bitcoin est en bleu, vous voyez que le Bitcoin est monté. Et, enfin, le Bitcoin, pardon, qu'est-ce que je raconte moi? Les Bitcoin tweets, donc les Bitcoin, enfin les tweets en relation avec le Bitcoin en bleu et en rouge, c'est le prix du Bitcoin. Donc on a vu au plus le Bitcoin est en train de monter, au plus il y avait un gros volume de tweets qui parlaient de Bitcoin. Donc Bitcoin réellement a accaparé ben, voilà, hein, tous les tweets. Donc ça a même éclipsé, je pense, que les tweets du président Donald Trump. Et entre autres, on a vu ben, oui, des tweets grands, comme, enfin de grandes personnalités du monde financier, comme ici le CEO de Goldman Sachs, Monsieur Lord Blankfein, lorsqu'il avait tweeté au sujet de cela. Donc vous voyez qu'il y a vraiment beaucoup de choses qu'il y avait. Ouais, encore Jimmy Dimon, comme quoi il ne pouvait pas manquer. C'est Jimmy Dimon, les tweets de CNBC, ainsi de suite. Et vous voyez qu'à chaque fois, à chaque fois que Jimmy Dimon disait quelque chose, ben, vous voyez, c'est toujours en relation avec quelque chose au sujet du Bitcoin. Il a commencé en 2014, boum, en 2015, et là en 2016, quand il a dit que Bitcoin était une fraude. Après, là, la dernière fois au IIF à Washington, qui a dit qu'il n'allait plus jamais parler de Bitcoin, ben voilà où était le Bitcoin. Donc voilà, c'était assez marrant de voir ça. Et donc voilà, donc là, je voulais le partager avec vous. Donc ça, c'est fait. Et donc là, ça clôture vraiment la partie Bitcoin. Et maintenant, il y avait un truc super important. Je vais vous l'inclure. Cette vidéo ici est une vidéo super importante. C'est de Monsieur Doug Casey. Donc c'est un grand, 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 ouais, comme on dit, un spéculateur, un expert en devises et ainsi de suite et tout ça. Et là, si vous vous rappelez bien, lors d'un des crypto-rapports, bon, pour ceux qui ont l'habitude de suivre les crypto-rapports, je vous ai parlé à un moment donné de la BIS avec leur papier où ils étaient en train de parler de tout ce qu'ils allaient faire avec la BIS. C'est quoi? C'est le Bank of International Settlement, donc c'est la banque centrale des banques centrales, c'est la banque des règlements internationaux. Et cette banque-là avait émis une espèce de rapport dans lequel ils montraient vraiment ce qu'ils comptaient faire au niveau des cryptos, des monnaies, du cash, ainsi de suite, des systèmes de paiement internationaux, ainsi de suite. Et maintenant, avec l'avènement des cryptos, donc le Bitcoin entre autres, et du blockchain et des autres crypto-monnaies, ben voilà, ils sont venus avec un plan. Et l'un de leurs plans, c'était vraiment le Fedcoin, comme je vous l'ai montré. Il y a le Catcoin, le Fedcoin, il y a le e-rouble et ainsi de suite. C'est pas mal de monnaies qui sont en train de venir. Et là, maintenant, c'est quoi? C'est Doug Casey, ce grand spéculateur qui est très connu, un personnage très très réputé, qui maintenant est venu lui amener réellement, comment dirais-je, il est venu ramener ses lumières, on va dire, au sujet des cryptos. Et donc là, c'est une interview qui est très 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 intelligente, alors, intelligente, intéressante, et bien sûr intelligente aussi. On va pas la jouer en entier parce qu'elle dure plus d'une heure, mais comme ça, vous l'avez, sachez que cela, je vais vous l'inclure dans la description de vidéo.
sur YouTube. Ok, donc là, voilà, donc ça, on va quitter cela. Et maintenant, on va clôturer ça ici. Et maintenant, on va directement rentrer dans le côté global. Donc, on va faire, comme on a fait au début, un tour d'horizon global, voir tout ce qui s'est passé à travers le monde. On va citer vraiment les gros titres. Vous allez savoir, bien sûr, vous voyez bien la source de ces informations-là. Et je vais rapidement ben, vous faire un court résumé de quelques secondes, allez, 30 secondes, pour vraiment savoir, enfin, pour vous dire de quoi parle l'article. Ok, donc là, maintenant, on va commencer. Dès que moi je me prépare. Et maintenant, voilà, donc ça, on peut enlever ça. Et maintenant, on va faire notre tour global. Et ça, c'est un article tout frais qui vient de m'arriver, là, il y a pas longtemps. Et ici, c'est quoi? Ben, on va en Turquie. En Turquie, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une extorsion, il y a eu un kidnapping. Il y a un individu très riche, un riche businessman qui s'est fait kidnapper alors qu'il sortait de son business. Un van s'est arrêté, on l'a mis dans le van et on lui a fait pression pour qu'il donne ses codes d'accès à son e-banking et bien sûr quoi? À ses holdings de Bitcoin. Et donc voilà, donc là, à cette personne, on lui a volé au total ici, comme vous voyez là, 450 Bitcoin qui avait une valeur de 3,5 millions de dollars. Et bien sûr aussi ses codes bancaires, enfin ses logins bancaires pour son e-banking et tout ça. Donc voilà, on l'a complètement vidé de tout ce qu'il avait. Bien sûr, par après, les autorités turques ont pu retrouver réellement, ont pu retracer bien, la victime a porté plainte et bien sûr après une enquête qui était ouverte, on a retrouvé qui ils étaient. Et bien sûr, une fois, comme on dit, le gros problème c'était quoi? C'était quoi? Ben, la victime on a choisi donc les gangsters ont choisi la victime, pas au hasard, tout simplement à cause de quoi? Ben, des réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que la victime était toujours en train comme ils disent ici, hein, apparemment le gang a décidé, donc Target, donc c'est-à-dire de s'attaquer à cette donc wealthy businessman, à ce businessman fortuné, enfin riche. Pourquoi? Après avoir vu des images de lui où showing off, donc ça veut dire montrer l'opulence, l'extravagance de son style de vie. Et donc tout ça, c'était quoi? Ben, des repas dans des hôtels luxueux, dans des restaurants luxueux et ainsi de suite. Et tout ça, c'est quoi? Ben, les réseaux sociaux. Donc voilà, donc tous ceux qui Snap, Instagram, ainsi de suite, Facebook. Donc faites attention parce que voilà le genre de choses qui arrivent. Comme on dit, pour vivre heureux, il faut vivre caché. Donc voilà, il a voulu montrer et voilà ce qu'il est arrivé. Mais heureusement, bon, voilà, plus de peur que de mal, mais voilà, ce sont des choses qui arrivent. Donc là, c'était pour la Turquie. Maintenant, on va en Iran. Et en Iran, qu'est-ce qui se passe en Iran? En Iran, mais qu'est-ce qu'il y a? Vous avez la Banque centrale d'Iran qui dit sont toujours en train d'étudier tous les aspects du Bitcoin. Donc vous voyez que eux, ils ne sont pas contre cela, mais ils sont réellement en train de regarder ça. Pourquoi? Ben, parce que là, ce sont là, comment dirais-je, c'est vraiment les hautes, donc les hautes autorités, la haute sphère de la Banque centrale qui commence réellement à regarder cela. Et vous voyez bien que, comme ils sont en train de dire eux-mêmes, il y a énormément de choses qui sont en train de se passer à ce niveau-là. Donc, ils sont obligés de regarder ce qui se passe, de regarder ce qui se passe au niveau des nouvelles technologies, de savoir ce qui se passe au niveau du Bitcoin. Et bien sûr aussi, c'est un pays qui a une économie physique, donc qui exporte des choses, notamment son énergie, donc son pétrole et des choses pareilles. Et donc, ils doivent exactement savoir exactement à quoi s'en tenir et pouvoir savoir comment ils vont pouvoir se positionner là-dessus et voir exactement tout ce qui est en train de se passer et pouvoir aussi proposer ce type de produit, ce type d'actifs à leurs investisseurs, comme ils disent ici, hein, tous ceux qui sont en train de trader, d'investir là-dessus de manière active. Mais bien qu'il y a toujours un mot qui revient autour du Bitcoin, c'est le risque. Et ce risque qui est dû à quoi? Ben, c'est toujours un risque qui est lié aux fluctuations de prix, à la volatilité, à la volatilité, pardon, et ainsi de suite, et tout ce qui va avec. Et ce qui va avec la volatilité, vous savez que c'est du pain béni pour les spéculateurs. Donc voilà, donc ils sont vraiment en train de regarder tout ça et de voir réellement comment est-ce qu'ils vont pouvoir réguler la chose et la présenter aux investisseurs iraniens. Maintenant, on continue. Et ici, qu'est-ce qu'on a? Ici, on a quoi? Il y a un débat, donc toujours avec les hautes autorités d'un pays. Maintenant, on va en Inde. Et là, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ben, ouais, il y a des choses qui ont été ramenées vraiment jusqu'à la haute cour. Et comme on dit que là, maintenant, qu'est-ce qui se passe ici en Inde? C'est qu'en Inde, le Bitcoin n'est pas reconnu comme étant un moyen de paiement légal dans le pays. Vous voyez, comme ils le disent ici, hein, et ils disent ici, bon, c'est pas reconnu, mais en même temps, ce n'est pas illégal. Donc là, maintenant, il y a des choses qui sont en train de se passer par rapport à ça. Et donc, maintenant, ben, qu'est-ce qu'il y a? Comme on dit bien au niveau du pays, ils n'ont pas donné une licence ni une autorisation, donc on ne sait pas réellement exactement comment est-ce que les personnes vont pouvoir opérer avec le Bitcoin, ni avec aucune autre altcoin. Donc ouais, qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer. Et là, c'est quoi encore? Ben, c'est la Banque centrale qui est en train d'essayer de travailler dessus. Et comme ils disent bien, c'est quoi, hein? C'est qu'il y a un manque d'un mécanisme concret pour la régulation. Et maintenant, qu'est-ce qui est en train de se passer?
Et donc, ça laisse un grand vide. Et maintenant, ben, voilà, le résultat qui est là, ben, ils ne savent pas prendre ça en compte. Ce n'est pas régulé. Et maintenant, le Bitcoin, donc la crypto-monnaie, ben, maintenant, ben, qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce qu'ils vont réguler le trading et les transactions? On ne peut pas empêcher, comment dirais-je, la population de continuer à bouger dessus, à bouger dessus, donc c'est-à-dire à rentrer dedans et aussi à opérer avec. Mais bien, vous voyez qu'il y a un gros problème. C'est quoi? C'est que ça doit être régulé et il doit y avoir des politiques de KYC. Donc, c'est le Know Your Customer. Donc, c'est-à-dire que les personnes doivent pouvoir s'identifier et le AML, c'est l'anti-money laundering, donc le blanchiment d'argent. Et bien sûr, avec les ICOs et tout ce qui est en train de se passer au niveau des scams. Donc, vous voyez qu'en Inde, il y a une grosse question aussi qui est en train de se poser, qui est en train de se poser là-dessus. Ok, donc maintenant, on continue. Et maintenant, on va rester toujours dans ce côté débat du Bitcoin. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? On va regarder des législations. Et l'article, comme il nous le dit ici, il nous parle des cinq pays où le Bitcoin est considéré comme illégal. Donc, ça veut dire que vous pouvez avoir des peines de prison. Il peut se passer pas mal de choses. Et voilà, donc ces 5 pays sont quoi? Vous avez le Bangladesh numéro 1, la Bolivie numéro 2, l'Équateur numéro 3, le Kyrgyzstan numéro 4 et le Népal numéro 5. Rappelez-vous, la semaine passée dans le crypto rapport, on avait parlé, on a vu le cas du Népal où le Bitcoin était banni. Et ben voilà. Donc là, vous voyez que ça continue encore et encore. Donc vous voyez que là, l'article est là, vous allez la voir et vous allez pouvoir le lire tranquillement. Donc là, je vous cite vraiment la grande ligne. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe ici? Maintenant, on va continuer et qu'est-ce qu'il y a? On a le plus grand exchange du monde qui a souffert un problème avec son Bitcoin Cash. Et là, qu'est-ce que ça a eu? Et c'était quoi? On va en Corée du Sud et c'est le BitHump qui est, comme on dit ici, the world largest cryptocurrency exchange, donc par trading volume, donc le plus grand exchange du monde en termes de volume de trade. Eh ben, il y a eu un problème et là, ouais, il est basé à Séoul et il y a eu un très 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 gros problème au niveau de leurs clients et beaucoup de choses s'étaient passées. Pourquoi? Comme ils disent bien, offering its apology to disgruntled customers to exchange blaming the soaring successes of Bitcoin offshoot Bitcoin Cash over the weekend, Bitcoin Reward in recent days following the cancellation for Road Fork, feeling investors' interest. Donc, vous voyez qu'ils n'ont pas pu offrir, ils n'ont pas pu réellement comment dirais-je, offrir vraiment des bons prix et, comment dirais-je, amener un bon trading, proposer vraiment du trading là-dessus. Pourquoi? Vu que lorsque vous avez eu cette grande montée du Bitcoin Cash, ainsi de suite, eh ben, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, ça n'a pas été listé et ce qu'il y a eu, c'est quoi? C'est que comment dirais-je, il y a eu beaucoup d'utilisateurs qui n'ont pas pu pouvoir utiliser ça, n'ont pas pu pouvoir avoir leurs ordres qui ont été passés et donc il y a vraiment eu un très 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 gros problème. Et comme vous voyez ici, donc c'est que the market prices of some virtual currency fluctuated over 30% and users were expected to suffer damages. Donc vous voyez qu'avec cette haute montée de la volatilité et la plupart comment dirais-je, des mouvements qu'il y a eu au niveau des cryptos, bah, qu'est-ce qu'ils ont fait? Il y avait beaucoup de traders qui avaient mis des ordres, mais les ordres n'ont pas pu être, comment dirais-je, n'ont pas pu être effectués, n'ont pas pu être, comment dire en anglais, on dit to be filled, donc c'est-à-dire voilà, être exécutés, voilà, c'est ça le mot que je suis en train de chercher. Eh ben, voilà, donc il y a eu beaucoup d'ordres qui ont été annulés. Donc ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment pas bon. Et donc ça a amené beaucoup, beaucoup de dommages. Donc il y a eu beaucoup de problèmes. Donc en gros, c'était un gros bordel. Et là, ben voilà, les clients n'ont pas été contents. Donc voilà, une chose qui s'est passée. Ouais, lorsqu'il y a de la volatilité, ben, ça se passe. Et ça, je veux dire que ce qui se passe là, moi, ça m'est déjà arrivé dans d'autres comptes de trading. On va dire CFD, lorsqu'il y a beaucoup de volatilité, lorsqu'il y a des grandes news, par exemple, lorsqu'il y avait le Brexit et lorsqu'il y avait, quoi encore? Il y avait des problèmes en Grèce et lorsqu'on avait encore il y a eu lorsqu'il y a des grosses annonces qui ont vraiment gros impact, on nous suspend le trading sur certains actifs. On augmente, dans certains actifs, on augmente même les spreads. Donc un spread, c'est la différence entre l'offre et la demande, entre le bid price et le ask price. Parfois, donc, on va dire si vous avez un spread normal de 1 ou 2 dollars, les spreads peuvent monter jusqu'à 2, 3, 4, 5 dollars. Et parfois même le trading est suspendu. Moi, j'ai déjà vu même des ordres lorsqu'il y avait beaucoup de volatilité. Je pense une fois que c'est dans le Bitcoin, il y avait énormément de volatilité lorsqu'il venait premièrement d'être offert. J'avais mis un ordre, je dis au cas où ça baisse, j'allais capturer ce mouvement. J'ai vu le mouvement à investing.com. Mais moi, mon ordre n'a pas été, comment dire, j'ai ma plateforme de trading, cet ordre-là n'est jamais arrivé. Et c'était un ordre de vente à découvert, je me rappelle bien. Et j'ai dit, tiens, à moi, à ces niveaux-là, je vois une vente à découvert, là, 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 là. Et quand je regardais les charts, donc les graphiques sur Investing, on voyait la vente à découvert. Mais lorsque j'allais dans mon compte de trading, l'ordre n'a pas été passé. Heureusement que j'en avais plusieurs. Dans un des comptes de trading, l'ordre n'a pas été mis. Et dans l'autre, l'ordre a été mis. Mais ce n'était pas au niveau auquel la baisse a été effectuée.
Donc il y a eu du slippage, il y a eu pas mal de choses et encore le broker a arrêté le trading. Pourquoi? Parce que vous devez savoir que lorsque vous faites des ventes à découvert, ainsi de suite, les brokers aussi, eux, ils doivent se couvrir. Donc, ils doivent prendre la position inverse. Donc, si vous êtes en train de gagner, eux, ils perdent. Et donc, voilà. Donc, mon trading a été suspendu dans un des comptes et dans l'autre compte, l'ordre n'a jamais été, comment dirais-je, exécuté. Donc, là, ce sont des choses qui arrivent. Et là, vous voyez que lorsqu'il y a beaucoup de volatilité comme ça, pour eux, ils ne peuvent pas, comment dirais-je, vous voyez qu'il y a des limitations avec leur serveur et tout ce qui est en train de se passer. Donc voilà, là, beaucoup de clients mécontents. Et là, je vous dis, c'est des choses qui arrivent et ça fait pas plaisir parce qu'après, vous voyez des super gros mouvements et vous n'avez pas été dedans et vous les avez vus, analysés, ainsi de suite. Et rien. Et ça fait vraiment, vraiment, vraiment pas plaisir. Maintenant, on continue et ici, on est où? On va rester ici, toujours là. On reste toujours en Corée du Sud et vous voyez qu'après, ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'il y a eu ici? Ouais, que ce qu'on a vu, hein, ça c'est la suite. On a vu que maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Des traders et des investisseurs ont été directement au bureau de BitHub et ont été protestés directement là-bas. Et la police a même dû intervenir. Vous voyez ici les photos qui étaient là parce qu'ils sont venus vraiment demander exactement qu'est-ce qui se passe. Et comme on dit ici, one customer complaint. Donc il y a eu un utilisateur qui a perdu 250 millions de won. Donc won, c'est la monnaie pardon, de la Corée du Sud, équivalent de 223 000 dollars dans tout ce chaos. Donc, ouais, que les trades ont été mal exécutés, des trades qui ont été arrêtés, ici, ça. Et donc, voilà. Donc, là, maintenant, les personnes sont venues, comment dirais-je, sont venus se plaindre et ont été directement au bureau. Donc voilà, c'est ça. Donc il y a eu un crash et le cash. Donc vous voyez, ça c'est les problèmes qu'avait avec toute cette montée, baisse du Bitcoin, Bitcoin Cash, ci, ça, tous les forks. Donc voilà, que ça crée vraiment un bordel et ça sont des choses qui arrivent. Et donc voilà, donc ça c'était en Corée du Sud, on a vu les deux articles et voilà, donc il s'est passé beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et donc voilà, donc je sais que j'étais en train d'expliquer un peu, ça allait un peu dans tous les sens, mais heureusement c'est pour ça que vous avez les articles, vous allez pouvoir les lire tranquillement et que ça fasse un peu plus de sens, ok? Maintenant, on va continuer, on va rester en Asie. Et maintenant, on va à Singapour. Vous voyez qu'à Singapour, il y avait le plus grand événement de FinTech qui avait commencé durant cette semaine-ci. Et il y a eu énormément de choses qui sont passées. Vous savez bien que FinTech, ça veut dire Financial Technology, donc la technologie de tout ce qui est relié aux services financiers. Et donc là, il y a les autorités, donc la Banque centrale, les autorités financières, tout le monde des investisseurs, tout le monde... comment dirais-je, des investisseurs, spéculateurs, traders, tous ceux qui offrent des services, les banques, ainsi de suite, et tout ça, les plateformes, ils étaient tous là-bas, et donc il s'est passé des grandes choses, et maintenant on va voir un peu quelles sont les choses qui se sont passées, quels sont les deals qui ont été passés là, et bien sûr, comme quoi, enfin, sans oublier bien sûr ce qui s'est passé aussi au niveau du blockchain, bien sûr toujours au niveau de l'événement. Et qu'est-ce qu'il y a eu? Donc vous voyez que le Bitcoin, le prix du Bitcoin a gagné vraiment en prix. Pourquoi? Grâce à ça, il y a eu les mineurs, donc ceux qui sont en train de miner la coin à Singapour. Et ben voilà, on a vu aussi quoi, ce numéro de, comment dirais-je, le nombre de mineurs à Singapour qui a commencé à monter. Et donc ça aussi, c'est ça. Donc avec les personnes commencent à monter, à monter, à monter et à miner de plus en plus, de plus en plus. Et là, vous voyez qu'il y a un certain magasin qui est en train de dire qu'au début, les gens venaient acheter un peu d'équipement pour miner, mais maintenant, les personnes, ils viennent, vous voyez qu'un rig, ça coûte 5 000, entre 5 000 et 6 000, et maintenant, les personnes viennent, ils en achètent 50, ils en achètent 100, et ainsi de suite. Donc, il y a vraiment de plus en plus de choses qui sont en train de se passer, et donc, il y a vraiment une grosse, grosse, grosse montée là-dedans. Donc, à Singapour, les choses sont en train de se faire, sont en train de se passer très bien. Mais tout ça, pourquoi? Rappelez-vous que ça a commencé ça a augmenté depuis les problèmes de la Chine, depuis la PBOC, quand la Chine a dit non, le ban, donc avait banni les ICOs et commencé à réguler et à stopper des activités minières que le plus grand exchange du monde et le plus ancien qui était basé en Chine avait bougé, que tout le volume du minier et d'activités relayées au Bitcoin provenait de la Chine. On voit que maintenant ça s'est répercuté dans d'autres pays de la région, notamment Singapour. Et avec cet événement-là, on voit qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Qu'est-ce qu'il y avait encore à cet événement-là? Dû à ça, qu'est-ce qu'il y a eu? Ici, vous voyez que Singapour et la Banque centrale canadienne se sont unis dans un projet blockchain. Et ce projet, c'est quoi? Ce sont des paiements transfrontaliers entre les deux pays, entre les deux monnaies, donc le dollar canadien et le dollar de Singapour. Et ils vont utiliser le blockchain. Donc, vous voyez que ça, c'est terrible et c'est super ce qu'il y a eu. Et vous voyez que tout ça, ça a eu lieu. C'est quoi? Tous ces accords ont été scellés et fermés et conclus lors de ce festival FinTech. Donc, comme quoi, vous voyez qu'il y a des choses qui sont en train de se faire.
Et c'est vraiment terrible. Et le projet, si je ne me trompe pas, oui, c'est le Project Ubin. Vous l'avez là, donc voilà. Donc ça, c'est un très, très, très grand, une grande chose. Ce sont deux grandes nations au niveau du trading. Oui, le Canada est bien connu pour son argent et surtout pour son pétrole. Et Singapour, c'est un pôle important, c'est un pivot important au niveau du trade international dans tout ce qui est fret de bateau et ainsi de suite. C'est vraiment, ils sont un endroit très, très stratégique. Et donc, vous voyez qu'à voir cela, ben, ce sont des très, très, très grandes choses. Et donc voilà, donc là vous voyez qu'il y a vraiment des choses et des grands mouvements qui sont en train de se passer et qu'il y a des choses qui se développent de ce côté-là. Et on va toujours rester là. Et qu'est-ce qui se passe là maintenant? Maintenant, c'est quoi? C'est une firme, donc une compagnie de Chicago, la DRW, qui est vers quoi? Est venue, qui est à Singapour pour ouvrir un Bitcoin Trading Desk. Donc ils vont avoir une opération trading exclusivement sur le Bitcoin et ils ont mis leur desk où? Directement à Singapour. Pourquoi? Beaucoup d'activités minières et beaucoup de choses qui sont en train de se passer là-bas, donc ils veulent être, comment dirais-je, dans le feu de l'action, vraiment, ils veulent être là où les choses sont en train de se passer. Et donc voilà, donc là, c'est Singapour pour le moment. Et voilà, donc oui, c'est une très très grosse opportunité. Donc tout ça encore, ce sont toutes les répercussions et toutes les choses qui se sont passées après ce que vous avez vu, le grand événement FinTech. Et ben voilà, des grosses sociétés décident de bouger leurs opérations trading exclusivement Bitcoin à Singapour. Donc ça, c'est quelque chose de très très grand. Encore une fois, on va continuer à Singapour. Et à Singapour, qu'est-ce qui se passe? Là maintenant c'est Singapour et Bitcoin Friendly Philippines. Donc les Philippines aussi sont positives, elles aiment bien les cryptos. Les cryptos, surtout le Bitcoin est accepté. Et qu'est-ce qu'il y a? Eux aussi maintenant vont encore avoir un système de paiement basé sur le blockchain et pour faire des paiements transfrontaliers. Donc pour les accords de trade. Donc ça va être rapide, sûr, authentifié et réellement ça va booster le trade, donc ça va booster les économies des deux pays. Donc vous avez déjà Singapour avec le Canada et maintenant Singapour avec les Philippines. Donc vous voyez qu'il y a des grosses choses qui sont passées durant cette semaine-là. Donc vous voyez que là c'est des choses bien. Vous voyez encore une fois toujours le FinTech Festival et donc voilà. Donc vous voyez que maintenant les banques centrales sont en train de travailler ensemble et elles développent des accords et des accords basés sur le blockchain. Donc vous voyez que ça c'est on a un point de vue global, mais vous voyez que le blockchain est vraiment au centre de cela, hein. Et le Bitcoin, voilà, on va dire le Bitcoin surfe sur les blockchains. On va dire si le Bitcoin c'est une voiture, le blockchain c'est l'autoroute sur laquelle va cette voiture. Mais cette autoroute-là, elle est décentralisée, ce qui fait, en gros, on va dire qu'elle n'appartient à aucun pays. Donc c'est comme si c'était une autoroute qui était dans les nuages, vous voyez. Donc elle vous permet d'aller partout, il n'y a pas de péage, il n'y a pas de point d'accès, route interdite, non. Vous pouvez aller vraiment là où vous voulez. Et donc ça va très 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 rapide. On va dire que c'est une autoroute qui pas de péage, elle va partout, elle relie n'importe quel point du monde et pas de feu rouge, pas de feu vert et surtout quoi, pas d'embouteillage. Vous voyez? Et pas d'accident non plus. Bon, il peut y en avoir, c'est de la technique, c'est de la technologie, mais bon, vous voyez un peu ce que je veux dire par là, par rapport à l'autoroute conventionnelle. Imaginez-vous une autoroute qu'on aurait comme ça. Imaginez-vous aller au travail dans votre voiture et qu'il n'y ait pas d'embouteillage. Ce serait magnifique. Donc, ouais, ce genre de choses, là, c'est possible avec le blockchain. On voit que le blockchain, grande acceptation, projet, enfin, événement fintech et des grandes choses qui viennent. Maintenant, on va au Japon. Et qu'est-ce qui se passe au Japon? Au Japon, il y a une petite localité du Japon, je pense que c'est une province, c'est une ville, qui a voulu faire des projets, pas d'aménagement, mais des projets de restructuration, des projets d'amélioration de son environnement et de ses infrastructures. Et le moyen qu'elle a trouvé pour lever des fonds, c'était quoi? Une ICO. Donc juste pour, comme ils disent ici, pour revitaliser sa région. Donc il y a une ville, on va voir exactement c'est laquelle. Voilà, c'est ça, c'est Nishiawakura, ici là au Japon, qui a décidé de quoi? De faire une ICOs pour lever des fonds et avec cette levée de fonds, elle va pouvoir revitaliser son environnement et voilà, arranger la localité. Donc ouais, que là, c'est les ICOs, il n'y a pas que des fraudes, il n'y a pas que il y a des choses bien aussi. Donc voilà, ça c'est en gros une des choses bien que l'on peut faire avec les ICOs. Là maintenant on continue. Et on quitte le Japon, on va en Australie. Et ouais, que maintenant l'Australie est encore en train de se passer des choses. Et maintenant, qu'est-ce qu'il y a? Ouais, ici, toujours des accords, hein. L'Australie et la Grande-Bretagne, donc l'United Kingdom, ont conclu des négociations pour des accords FinTech. Toujours encore des accords FinTech. Donc, vous voyez que c'est encore là. Et bon, là, ils n'ont pas vraiment encore, comment dirais-je,
donner des détails, ce qui allait se passer, mais c'est tout juste, on peut dire que c'est au sujet du quoi? FinTech Trade, donc c'est au sujet du trading et des investissements entre les deux marchés. Donc le marché anglais et le marché australien, bon, et déjà, ils étaient déjà en train de faire pas mal de choses, mais maintenant ils vont encore aller encore plus loin. Et là, il y aura de la FinTech. Qui dit FinTech, on va voir s'il y aura le blockchain, on va voir comment est-ce que le blockchain va jouer dedans. Bon, on avait qui n'ont pas encore donné beaucoup de détails, mais on peut s'attendre, on peut le flairer dans l'air qu'il y aura du blockchain qui va passer par là. Donc, ouais, encore une fois, projet FinTech, l'Australie et la Grande-Bretagne. Et on continue, on reste en Australie. Et vous voyez que maintenant que l'Australie maintenant veut faire quelque chose, à donner quoi? Elle vient d'accorder, donc de financer un projet blockchain, un projet d'énergie basé sur la blockchain et elle vient de donner 8 millions à ça. Et qu'est-ce que ça va faire? Ça va permettre aux personnes, par exemple, qui ont quoi? Qui génèrent leur propre énergie, donc des énergies renouvelables, et tous ces excès d'énergie vont pouvoir être, comment dirais-je, distribués à travers le blockchain. Donc, c'est-à-dire que tous les excès que l'on a, cette énergie qu'on ne va pas utiliser, elle va être stockée quelque part, elle va pouvoir être revendue sur le blockchain et d'une manière bien plus efficiente, ainsi de suite. Et donc, ça va réduire les prix. Donc, c'est tous les bienfaits du blockchain. Bah, voilà, c'est là. Donc, vous voyez que là, c'est un des plus pour le blockchain. Vous voyez comme ici, ce qui dit ça. Ouais, large solar photovoltaïque panel, donc vous voyez qu'une plante, donc une plante ce serait quoi? C'est très une plante, donc je peux dire ça comme quoi? Une usine, voilà, une usine de panneaux solaires voltaïques, vous voyez, qui fait les rooftops, les panneaux solaires que vous voyez sur vos toits, ainsi de suite, et toutes ces batteries, Electric Vehicle Charge Station, avec ce que Tesla est en train d'essayer de faire avec ses power batteries, là, des stations de charge électrique, ainsi de suite, les traitements des eaux et pas mal de choses. Bah, tout ça maintenant va pouvoir être utilisé, va pouvoir venir se reposer et être intégré dans la technologie blockchain. Donc tout ça, ça va être très fort. Donc blockchain technologie et data analytics. Donc voilà, c'est vraiment terrible. Donc vous voyez qu'on peut utiliser cette technologie blockchain pour aider à interconnecter des infrastructures et faire encore quoi? Des futures smart cities, donc des villes intelligentes. Donc ça, c'est les utilités du blockchain. Et voilà, en Australie, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Maintenant, on quitte l'Australie pour retourner en Angleterre. Et en Angleterre, qu'est-ce qui se passe? Vous avez une compagnie FinTech qui va lancer une carte Visa Bitcoin, une carte débit Visa basée sur le Bitcoin et qui peut supporter d'autres altcoins. Donc pas seulement Bitcoin, mais vous pouvez avoir d'autres altcoins. Si vous vous rappelez bien, dans les épisodes du crypto rapport que j'avais fait, je pense que c'était durant les grandes vacances, j'avais montré ma carte de débit Bitcoin que j'avais avec la compagnie Wirex, et là c'est une compagnie aussi qui est basée à Londres, et la carte vient de Gibraltar, et je pense ici aussi ils font la même chose, hein. Si j'avais bien lu ici, la compagnie donnait la compagnie était basée comme on l'a vu, basée en Angleterre, mais la carte Visa prépaid, voilà c'est ça, ouais, ceux qui envoient la carte Visa prépayée vient de elle vient de Gibraltar, et donc ouais, c'est exactement la même chose, comme Wirex aussi fait exactement la même chose. Donc ouais, que moi avec Wirex j'avais exclusivement du Bitcoin. Je pense qu'ils vont commencer petit à petit à inclure d'autres cryptos, mais ici ouais que c'est Bitcoin et encore bien d'autres, et une carte Visa prépayée. Donc voilà, c'est géant et c'est génial. Et là maintenant on continue, on retourne au Japon. Et maintenant qu'est-ce qui se passe au Japon? Eh ben ouais, au Japon maintenant, vous savez que le Bitcoin est un moyen de paiement légal, et maintenant ça commence à être de plus en plus populaire. Et dans cette vidéo ici, vous voyez vraiment l'utilité qu'il y a avec le Bitcoin, et des personnes normales et communes au Japon qui sont en train de parler un peu de l'utilité qu'elles font pour le Bitcoin. Donc là, voilà, je vais vous inclure la vidéo, et vraiment, c'est très, très, très intéressant à regarder. Donc, vous voyez que c'est en train de monter vraiment. Donc, ça, c'est la popularité du Bitcoin au niveau global et son acceptation de plus en plus dans le monde. Donc, voilà, ça, c'est au Japon. On quitte le Japon maintenant et on va où? On va en Chine, là où il y a eu beaucoup de problèmes. Rappelez-vous le PBOC. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe en Chine? Vu qu'il y a eu ça, il y a eu le PBOC, il y a toujours des personnes qui ont du Bitcoin. Maintenant, qu'est-ce qui est en train de se passer? Il y a quoi maintenant? Ben, vous savez qu'à la télévision chinoise, on parle de quoi? Des dangers de faire du trading et des risques que cela inclut lorsqu'on fait du trading OTC. Donc, c'est quoi OTC? Ça veut dire Over the Counter. Un counter, c'est quoi? C'est une bourse. Donc, une bourse, c'est un comptoir. Et lorsqu'on fait les opérations over the counter, c'est-à-dire que les opérations ne sont pas centralisées. Une bourse, ça centralise, ça réunit les acheteurs et les vendeurs, et vous voyez que c'est-à-dire ça vérifie les transactions. Ça vérifie le volume, les transactions, et qu'il ne se passe pas bien. Une personne qui veut vendre quelque chose va toujours trouver une contrepartie, donc une personne qui veut acheter quelque chose. Mais maintenant, lorsqu'on fait des transactions OTC, donc over the counter, c'est-à-dire qu'on laisse l'exchange et on fait ça par exemple dans la rue.
Ouais, donc moi, imaginez-vous si je viens avec mes actions d'Apple et on va commencer à les vendre comme ça dans la rue entre nous. Mais maintenant, bah, vu qu'il n'y a plus trop d'exchange, que font les personnes? Bah, les personnes sont directement en train de trader des bitcoins de manière OTC, bah, juste comme ça, en utilisant leur smartphone et ainsi de suite. Donc, ouais, en se passant comme ça, donc ils font du trade comme ça. Donc voilà, moi j'ai acheté à 600, quelque chose à 600, et maintenant c'est à 700, bah, quelqu'un veut me le racheter, j'en ai 4, je vais t'en vendre un, bah, boum, smartphone, comme vous voyez les codes QR, et boum, et ça y est, c'est fini, on a fait un trade. Toi, tu me payes et moi, je donne un des bitcoins que j'ai, j'en ai 4 et ainsi de suite. Ouais. Donc, le trade, il est là comme ça. Et là, maintenant, bah, comme ils disent, les autorités sont allées jusqu'à la télévision, imaginez-vous, pour dire qu'il y a beaucoup de risques comme ça. Donc, ouais, c'est très intéressant. Donc, ouais, que on a essayé de stopper, on a essayé de bannir les choses, bon, pas spécialement le Bitcoin, mais les ICOs, les exchanges, les opérations minières et ainsi de suite. Mais vous voyez que malgré ça, le peuple, la population trouvera toujours le moyen de trader, de faire quelque chose. Donc, vous voyez que le Bitcoin est très, très, très puissant et on ne va pas pouvoir aller au-delà. Et on reste en Chine. Et qu'est-ce qui se passe maintenant en Chine? Bah, vous voyez qu'il y a eu un Bitcoin crackdown qui va continuer maintenant et qui va aller au niveau de quoi? Low Cost Mining Ban. Donc là, maintenant, bah, quoi? Après les PBOC, et on va s'attaquer maintenant aux, comment dirais-je? On s'attaque maintenant aux opérations minières et aux opérations minières qui étaient low cost. Et là, donc là, je vous invite vraiment, vraiment à lire cela parce que c'est vraiment en continuité de tout ce qu'on avait vu qui avait commencé la PBOC, la Public Bank of China. Rappelez-vous, c'était les ICOs. Des ICOs, c'est passé aux exchanges. Et maintenant, des exchanges, ça passe à l'activité minière, comme on vient de le voir. Et quelle a été, on va dire, une des solutions que le peuple a trouvé, bah, c'était de commencer à trader OTC. Donc ça, c'est très, très, très intéressant. Maintenant, on s'attaque aussi aux activités minières low cost. Et là, maintenant, on reste là. Et donc là, maintenant, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un complément à l'article que l'on vient de voir, vu que cette activité minière et ce banning, donc le fait de bannir l'activité minière avait été émise dans un premier temps, non pas par les autorités, mais par des compagnies elles-mêmes qui n'étaient pas, on va dire, autorisées à publier une sorte de, comment dirais-je, cette sorte d'article et cette sorte d'allégation, on va dire ça comme ça. Et maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, il fallait qu'il y ait comment dirais-je, une autorité institutionnelle qui vienne, qui prenne les devants et qui dise réellement ce qui était en train de se passer. Donc elle a un peu démenti l'histoire. Pourquoi? Parce que ce ban de l'activité minière, c'était une compagnie qui, elle, a émis un communiqué pour dire que l'activité minière était bannie. Pourquoi? Parce qu'il y avait des prix bas au niveau de l'électricité. Mais après, on s'est rendu compte que ce n'était pas une entreprise qui était backée par l'État. Vous voyez qu'en Chine, l'État est fort, l'État et le gouvernement, ils sont très mis dans les compagnies qui ne sont pas vraiment, comment dirais-je, privées, mais qui sont des compagnies d'État. Et là, ce n'était pas une compagnie d'État qui était venue émettre ce communiqué. En plus, c'est juste une compagnie. C'était juste une seule, comme on l'a vu dans l'article précédent dans la vallée de Tencent. Et là, maintenant, bah, ce sont des compagnies qui sont venues démentir cela pour dire que non, que ce n'était pas vrai et que la compagnie qui avait émis cette note de bannir les activités minières low cost ce n'était pas le cas. Bah, pourquoi? Bah, une compagnie qui produit de l'électricité, s'il y a, on va dire, quelque chose qui se fait low cost et qu'elle ne mange pas, donc vous comprenez directement, c'est toujours des histoires d'argent. Et donc là, maintenant, bah, voilà, donc les autorités ont émis elles-mêmes un bon rapport pour vraiment comment dirais-je, remettre les choses au clair. Donc voilà, c'était ça, comme vous voyez ici. The head of the company, donc le head, donc ce serait les gérants de la compagnie, ont clarifié qu'ils ont fait une erreur lorsqu'ils ont, comment dirais-je, lorsqu'ils ont émis ces commentaires, qu'ils ne sont pas comment dirais-je, ils ne font pas du gouvernement, enfin, qu'ils ne font pas partie du département administratif de l'État et ils n'avaient aucun droit de déterminer si ou non l'activité minière était illégale. Ouais, et ça, c'est ce qu'ils ont écrit. Donc là, oui, c'est la grosse chose. Maintenant, on voulait s'attaquer à l'activité minière et surtout au low cost, donc avec bas prix d'électricité. Et donc là, la compagnie elle ne fait pas partie des 6 compagnies principales listées et on va dire qui sont estatales. Et donc, ça a démenti leur dire. Donc, oui, ça, c'est quelque chose de très fort. Donc, ça, il faut continuer à suivre ça. Bon, bien sûr, maintenant, ça n'aura plus vraiment d'impact sur le prix du Bitcoin vu que toute l'activité, tout le volume est sorti de Chine. Mais donc, voilà, quoi. Là, maintenant, on reste en Chine. Et qu'est-ce qui se passe? Et maintenant, il y a des opérations qui sont faites par la population et des personnes là-bas. Pourquoi? Pour commencer à détourner les contrôles de flux de capitaux chinois. C'est-à-dire que le capital qui est en Chine,
Il y avait que, pourquoi est-ce qu'il y avait beaucoup de volume au niveau du Bitcoin en Chine? Parce que la Chine a des contrôles de capitaux, ce qui veut dire qu'à un moment donné, vous devez garder votre cash en Chine. Et maintenant, bah, pour les personnes qui sont là-bas, bah, garder son cash en Chine et la monnaie chinoise, vous savez comment elle doit être très faible. Pourquoi? Pour favoriser les exportations. Donc c'est bien à un point de vue extérieur, donc pour le commerce extérieur, mais au niveau intérieur, c'est pas toujours le cas. Donc que font les personnes? Elles veulent placer et sortir leur argent de Chine. Donc c'est là qu'il y avait le Bitcoin. Donc c'était pour ça qu'il y avait une grosse activité minière, beaucoup de ICOs et beaucoup de choses en Chine. C'était pour mettre l'argent qu'ils avaient en yuan, en renminbi, dans le Bitcoin et grâce à ça pouvoir l'envoyer partout dans le monde. Donc là maintenant le gouvernement, le premier move que le gouvernement a fait c'était quoi? C'était au niveau de la banque centrale et ensuite les banques centrales, ICOs et ainsi de suite et tout ça. Vous voyez? Donc maintenant qu'est-ce qui est en train de se passer? De Chine, c'est passé maintenant en Corée du Sud et maintenant qu'est-ce qui se passe en Corée du Sud? Eh bien beaucoup de personnes comme on voit ici, ben, la police a dû intervenir et il y avait exactement comme on dit beaucoup d'argent qui passait de Chine, qui évitait les contrôles pour se retrouver en Corée du Sud et là, en approximativement 11 millions. Et donc là maintenant, bah, il y a eu des problèmes là-bas et maintenant ça s'est terminé où ça? Bah, ça se termine en justice. Donc là, je vous laisse lire l'article, comme ça vous allez lire le tout avec pas mal de détails. Moi, je vous amène juste les gros points. Maintenant, on continue. Et on va où maintenant? Maintenant, on voit qu'avec toutes ces choses-là qui font qu'en Chine, les ICOs, le PBOC, l'activité minière est partie. Comme vous voyez ici, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ça va où maintenant? En Russie. Donc, vous voyez qu'il y a des pays qui se sont bénéficiés de cela, notamment, on a vu Singapour, Hong Kong, la Corée du Sud, et maintenant, ben, on voit quoi? La Russie. Donc, il y a plus de 40 compagnies principalement de Chine et de l'Union européenne, ont appliqué, comment dirais-je, ont rempli une application pour pouvoir opérer leur activité minière en Russie. Donc là, maintenant, la Russie aussi a quoi? A des coûts réduits au niveau de l'électricité, donc c'est très intéressant. Et maintenant, bah, pour eux, c'est un boom. Donc là, voilà que ça, c'est le gros boom. Que le résultat de ça, ça envoie le volume et ça envoie les entrepreneurs dans la sphère crypto bah, ailleurs. Et là, maintenant, bah, la Russie, pour eux, c'est du pain béni. Et c'est ça. Donc, ouais, comme ils disent ici, en Russie, il y a de number of such stories. Donc il y a beaucoup de fermes qui sont déjà en train de, comment dirais-je, de miner les bitcoins. Il y en a beaucoup, donc ils disent qu'il y en a des centaines. Et notre pays a d'énormes ressources énergétiques et qui peuvent être vendues aux miniers à prix, on va dire, de manière effective, donc c'est-à-dire à bon prix pour eux, donc que leur activité soit rentable. Et donc là, rappelez-vous, dans les autres crypto-rapports aussi, je vous ai parlé que le président Poutine avait mis 5, comment dirais-je, demandé à son premier ministre et aux gens de la Banque centrale, il voulait des réformes faites pour 2018, notamment réguler les crypto-monnaies, que l'activité minière soit enregistrée, qu'elle soit taxée et qu'il y ait vraiment des lois et des législations et des régulations au sujet des crypto-monnaies, des ICOs et ainsi de suite. Donc vous voyez que là, eux, ils vont pas cracher, ils vont pas cracher dessus. Et donc voilà, donc le malheur des uns fait le bonheur des autres. Et donc voilà, là c'est le cas. Maintenant, on va rester en Russie. Avec ce qu'il y a eu maintenant en Russie, c'était la Sberbank. Et la Sberbank, qu'est-ce qui s'est passé? Vu l'augmentation d'activité minière, vu maintenant, vous avez vu que tout le flux qui sort principalement de Chine et d'Europe où les coûts d'électricité sont très forts, ils vont en Russie. Cette banque-ci, qu'est-ce qu'elle a fait? Eh ben, elle a acheté toutes les cartes graphiques pour miner. Et il n'en a pu rester, et il n'en restait plus aucune dans le marché russe. Et là, la banque a émis quoi, un communiqué pour s'excuser. Pourquoi? Ben, parce qu'elle a acheté toutes les cartes graphiques qu'il y avait. Et donc là, ils disent qu'il y a un déficit. Donc quand il y a un déficit, ça veut dire qu'il y a plus, il y a un shortage. Et il dit que la raison de ce déficit des cartes vidéo, enfin dans le marché, c'est à cause de la banque Sberbank qui a acheté toutes les cartes vidéo qui étaient disponibles. Pourquoi? Pour son département de recherche, donc son laboratoire et son laboratoire d'intelligence artificielle. Et là, c'est Monsieur Alexander Vedjakin qui est un des, comment dirais-je, du board des directeurs de la banque là-bas, qui a fait un communiqué pour être là et venir s'en excuser. Donc vous voyez ici, shortage des cartes graphiques, la GeForce GTX 1060 et la GTX 1070 et la Radeon RX 480. Et donc on me dit ici quoi, and the number of Bitcoin miners requested increase 150% in a month. Donc en un seul mois, plus de 150% de personnes. Donc l'augmentation d'activité minière là-bas, donc de nouveaux miniers. Donc vous voyez que c'est terrible, c'est super grand. Donc vous voyez que, encore une fois, je dis bien, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Et ici, vous voyez qu'ils sont en train de dire que maintenant, avant, des personnes n'achetaient pas beaucoup de cartes. Maintenant, ici, on dit quoi? Que les gens achètent 600 cartes vidéo d'un coup, at once. Et maintenant, quoi? Il y a une montée de 80% des prix. Donc, vous voyez que ça, c'est énorme. Donc, comme on disait ici au début, ça coûtait, donc Spring, donc c'est au printemps, une carte graphique coûtait 16 000 ou 18 000 roubles. Et maintenant, elle coûte 30 000 roubles. Donc, vous voyez que là, c'est terrible. Donc là, ça peut coûter ça et encore bien plus. Donc, vous voyez que c'est ça. Vous voyez que lorsqu'il y a beaucoup de demandes et qu'il y a peu d'offres, ceux qui ont cela, voilà,
comme on dit, on fait de l'argent. Et là, maintenant, qu'est-ce qu'il y a? On continue en restant en Russie. Donc, vous avez bien vu, la Russie favorable à tout ça. La Russie est en train de profiter de tout cela. Et qu'est-ce que vous avez maintenant? ICOs, gros boom. Et là, qu'est-ce que vous avez? Ben, c'est un banquier donc de la Banque centrale de Russe qui dit quoi? Qui a un gros potentiel pour les ICOs, comment dirais-je, comme investissement. Donc, ils sont très favorables à tout ça. Ces gens ne sont pas bêtes, ils sont en train de bien se positionner, de faire en sorte que ce soit qui est une ambiance friendly, donc comment est-ce que je peux dire, que ce soit très amical, que ce soit bien, que l'environnement soit bien pour que les personnes viennent faire du business, et donc ça c'est de l'argent pour tout le monde, donc voilà, comme ils disent ici, notre pays a un tremendous, donc un grand potentiel et a envie un grand potentiel d'innovation, on a des étudiants, on a des jeunes personnes, on a des jeunes entrepreneurs, et on a un edge, donc c'est-à-dire qu'ils sont aussi bons, ils ont un avantage et ils sont aussi bons que d'autres personnes, que n'importe quelle jeunesse dans n'importe quel autre pays du monde. Et là, c'est vraiment dans leur, comment dirais-je, euh, de son point de vue, la seule chose qu'ils ont, c'est quoi? C'est qu'ils n'ont pas d'institutions qui viennent pouvoir supporter ces startups. Donc, c'est-à-dire quoi au niveau du financement? Mais maintenant, comme il dit que le développement des ICO peut avoir un gros potentiel afin de pouvoir financer ces idées-là. Donc, vous voyez qu'ils embrassent ça d'un très bon œil et c'est très bien. Donc, il y a aussi le côté risque, le côté scam. Mais vous voyez que si c'est bien fait, que c'est bien régulé, ben, la Russie a un bel avenir devant elle avec les cryptos. Donc, voilà, pour tous ceux qui ont envie de se lancer dans une activité crypto, ben, vous pouvez aller vers la Sibérie, déjà prix d'énergie pas cher et là, ils vont vous accueillir à bras grands ouverts. OK? Et maintenant, on quitte la Russie. On va où? On va en Grande-Bretagne. Et ici, voilà, là c'est un article que je voulais inclure dedans, oui ou non. Je le mets quand même, comme ça vous allez pouvoir le voir. Je ne vais pas trop m'attarder dessus parce que là ça parle de Monsieur Keynes. Monsieur Keynes, vous voyez, John Maynard Keynes, qui est un grand économiste, on dit bien le plus grand, comment dirais-je, de l'histoire. Et bien sûr, aujourd'hui, la politique monétaire qu'emploient tous les pays développés sont basées sur l'école de pensée de Keynes. On les appelle les keynésiens. Donc, vous savez, sous ça, Monsieur Draghi, Madame Yellen, Monsieur Carney, Monsieur Koruda au Japon, bah voilà, la politique monétaire est basée sur les théories de Keynes. Et donc, on est dedans. Et lui, bah, ici, déjà, on dit bien que par rapport à ce qu'il avait fait au niveau des intérêts et donc ses études, et ben voilà, il aurait pu prédire les taux d'intérêt pour les cryptos qui seraient de 57%. Donc, voilà. Donc, c'est quand même énorme. Hein. Mais donc là, ça rentre bien dans l'économie, c'est très technique. Donc, pour ceux qui aiment bien ça, voilà, bon, je mettrai l'article là, vous le lisez. Moi, je ne vais pas m'attarder dessus pour pas. Parce que c'est vous allez vous endormir si on se met à parler de théorie comme ça. On va garder le flow et le flux d'infos dynamique ici. Donc maintenant, on va laisser la Grande-Bretagne et on part où maintenant? On va aux États-Unis. Et aux États-Unis, rappelez-vous, les États-Unis, avec tout ce qui se passe là-bas, pour et contre, c'est pas régulé, c'est pas bati, pas bata, et je vous le disais dans une des vidéos du crypto-rapport passé, gros problème, c'est le gouvernement. Et qui dit gouvernement dit taxe. Et donc voilà, maintenant c'est quoi? Les taxes sont là. Donc le IRS, qui est l'autorité qui est censée collecter les taxes pour l'État, a demandé au plus grand exchange, Coinbase, de redonner toutes les transactions des clients, de donner la liste des clients et donner leurs transactions pour savoir qui a fait des plus-values. Parce que vous savez bien que lorsque vous faites des plus-values, que ce soit en bourse ou quoi que ce soit, à l'année, à la fin de l'année, vous devez venir et comment dirais-je, reporter toute plus-value que vous aurez faite et ça doit apparaître dans vos déclarations d'impôts et ainsi de suite. Et là, maintenant, ben, sur les cryptos, vu que ce n'est pas régulé, énormément de personnes ne viennent pas, ne le font pas. Ça n'aurait pas été demandé. Donc, comment est-ce que vous allez savoir ce que les personnes font? Là, vous voyez que le côté anonymat, transaction, ainsi de suite, de peer-to-peer, ça ne plaît pas à l'État, au gouvernement. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas sa part du gâteau. Donc, maintenant, ils ont été directement à Coinbase pour dire donne-nous cela. Donc, c'est que nous, lorsque nous, on est en train de trader ici, avec les comptes CFDs, dès que l'on fait des transactions ou quoi que ce soit, ben, on a nos rapports qui nous arrivent de manière mensuelle et aussi un rapport à la fin de l'année et ça c'est directement envoyé aux autorités. Donc là vous comprenez pourquoi est-ce que les grands hedge funds et les grandes personnes, enfin les gros investisseurs vont directement offshore. Pourquoi? Parce que quand vous êtes offshore, il n'y a pas ce genre de choses, donc vous ne payez pas d'impôt sur ce que vous avez. Donc voilà, ça c'est une réalité. Mais maintenant, vous voyez que maintenant, ces autorités-là viennent et vont directement à Coinbase, vu qu'il n'y avait pas de politique de régulation au sujet des cryptos. Vous voyez qu'en Russie, ils l'ont déjà fait, donc ils n'auront pas ce problème-là. Donc imaginez-vous, si vous êtes aux États-Unis, imaginez-vous un millionnaire en Bitcoin. Eh ben voilà, on peut lui dire, bah tiens, toi monsieur, tu étais dans le Bitcoin depuis 2010, on a vu que tu avais acheté 4000 Bitcoins quand le Bitcoin ne coûtait rien du tout, là, même en 2009 lorsqu'il a été lancé. Donc maintenant, ben voilà, il est temps de payer et tu dois payer autant selon nos calculs. Donc voilà, ça c'est des choses qui peuvent arriver, donc voilà. Ça c'est pour les États-Unis.
Maintenant, on va rester aux États-Unis. Et qu'est-ce qui se passe maintenant? Vous voyez qu'il y a des investisseurs, il y a des traders, bon, et même je suis spéculateur, et ainsi de suite, et tout ça. Vous voyez qu'on utilise tous de l'analyse technique, on cherche les fondamentaux, on cherche à prédire le marché. Mais maintenant, il y a un truc très, très, très cool qui se passe maintenant, c'est qu'il y a des personnes qui utilisent la divination, qui utilisent la physique quantique et qui utilisent l'astrologie pour prédire les bonnes et les mauvaises choses. Et donc, ici, comme vous voyez, c'est un article qui est super, super intéressant. Et vous voyez, ici, il y a des investisseurs, il y a déjà des fonds, il y a des hedge funds qui existent comme ça. J'ai déjà vu un hedge fund qui était basé sur l'astrologie. Et je ne sais pas si c'est les mêmes personnes ou pas, mais ils ont fait des prédictions pour ce qui allait se passer en 2018, en 2019 et 2020 pour le Bitcoin et les cryptos. Et donc voilà un peu leurs prédictions. Et ils ont dit des trucs qui sont pas mal. Donc voilà, Bitcoin to the moon, on n'en sait pas, mais peut-être écrit dans les étoiles. Et donc qu'est-ce qu'ils disent ici en gros? C'est quoi? Ils disent qu'entre le mois de mai et le mois d'août 2018, le Bitcoin va devenir une part globale du système financier. Enfin, part globale, ouais, va faire partie du système financier global. Entre novembre 2018 et février 2019, la communauté crypto ne va pas être satisfaite. Pourquoi? Parce qu'il va commencer à avoir des restrictions. Donc l'État va rentrer en jeu, va être de la partie. Et entre le mois de mars et le mois de mai 2019, il y aura des manipulations de marché qui vont passer, enfin qui vont avoir lieu. Et ça va continuer en 2020. Et donc voilà, en gros, c'est ça. Comme je dis, une fois que ça va rentrer dedans, et comme je vous le disais, rappelez-vous, je vous ai expliqué dans la vidéo du crypto rapport de la semaine passée, je vous ai expliqué le mécanisme, brièvement expliqué le mécanisme avec les CME, donc avec les contrats futurs, donc les dérivés, et lorsqu'il va y avoir des ETF, et je vous ai expliqué comment, lorsque en son temps, l'or, le pétrole et ainsi de suite, comment est-ce qu'on peut manipuler ces prix-là à partir de dérivés, bien sûr. Et rappelez-vous aussi ce que vous avez vu dans la première partie de ce crypto rapport du samedi 18, lorsque je vous parlais de la politique des banques centrales. Donc, vous voyez que vous devez faire un tout avec tout. Lorsque ça arrive à Wall Street maintenant, et que Wall Street a ses instruments pour pouvoir opérer, et tous ces outils, eux, ils opèrent d'une certaine manière. Et donc, voilà, donc là, les prédictions, bah, je pourrais être en partie d'accord avec eux, mais bon, pas d'un point de vue astrologique, mais tout simplement d'un point de vue de connaissance et de ce que je sais, vu qu'on sait comment ces personnes opèrent là-bas. Et là, on a maintenant on reste aux États-Unis et on voit quoi? On voit ici une utilité. Pourquoi? Ben pour le blockchain. Vous voyez que la protection ici des frontières aux États-Unis, la patrouille des frontières, ont découvert 14 utilités au blockchain. Donc 14 manières dont eux vont pouvoir utiliser le blockchain et que le blockchain puisse les aider eux à faire exactement ce qu'ils sont en train de faire donc dans leur travail de surveiller les frontières aux États-Unis. Et donc voilà que c'est super intéressant. On voit que le blockchain trouve même des utilités et ça va aider la police des frontières. Donc voilà, donc police des frontières, blockchain, bah, beaucoup d'utilité avec le blockchain. Cette technologie est très intéressante et vraiment, elle va révolutionner beaucoup de choses. Maintenant, on continue et on va à BitMEX. Et BitMEX, qu'est-ce qui est en train de se passer? Maintenant, BitMEX, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils sont en train de dumper, donc c'est-à-dire dumper, laisser tomber le Bitcoin Cash pour revenir au Bitcoin. Donc, ils sont en train de supprimer ce qu'ils sont en train d'offrir pour le Bitcoin, Bitcoin Cash, et en train de redonner à leurs clients du Bitcoin. Donc, en gros, c'est ça. Hein. Donc, oui, c'est basé à Hong Kong. Et le BitMEX, c'est quoi? C'est le Bitcoin Mercantile Exchange. Donc, ils ont annoncé que quoi? Ils ont annoncé tout simplement, comme vous voyez ici en grand, Airdropped BCH. Donc, eux, ils refusent comment dirais-je? C'est un exchange là qui offre le Bitcoin dollar, donc des swaps, donc pas mal de choses, des types de, comment dirais-je, du trade. Ils sont en train d'offrir ça sur le Bitcoin, mais maintenant, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire maintenant, c'est qu'il y a un problème au niveau du Bitcoin Cash et il y a un contentieux qui s'était passé, vous voyez ici, lorsqu'il y a eu le hard fork qui s'était passé en son temps. Et vous voyez que ça crée toujours énormément de problèmes. Donc là, même moi, lorsque je vous parle de cet article, déjà, ça me fatigue déjà. Parce que là, je me dis, bah tiens, encore une fois, je reviens mais bon, voilà, il faut donner l'info. Donc l'info, c'est ce qui est en train de se passer. Il y a beaucoup de volume là-bas. Et donc, vous voyez que Bitcoin Cash et Bitcoin, toujours des problèmes. Et si maintenant on rajoute encore, vous voyez ici un peu plus bas, ils sont en train de parler du 7 week de X, s'ils vont le supporter et s'ils ne supportent pas, eh ben ça fait encore des problèmes. Et là, c'est ce qui est en train de se passer. Donc pour le moment, ils ont décidé de supprimer le Bitcoin Cash et maintenant de, comment dirais-je, de retransformer ça en Bitcoin pour leurs clients. Donc voilà, en gros, c'est ça. Donc vous voyez que toujours des problèmes, Bitcoin, Cash et Bitcoin, ben, ça c'est une histoire qui ne va pas se finir bien, mais pour nous, tant mieux. Pourquoi? Parce qu'on voit la corrélation négative et donc on va en profiter. Mais vous voyez que ça continue toujours à faire des problèmes et même moi, ça me fait mal à la tête. Maintenant, où on va? On va au Zimbabwe. Et au Zimbabwe, qu'est-ce qui s'est passé? Vous voyez que si vous vous rendez bien compte, il y a eu un coup d'État dernièrement. Et au Zimbabwe, si vous vous rendez compte, maintenant qu'on a un Bitcoin qui s'approche des 8000, donc qui est au-dessus des 7500, qu'est-ce que l'on a exactement maintenant? Ben, exactement quoi?
Ouais, on a un Bitcoin maintenant ici, selon eux, ici, qui est à 7700. Bah, au Zimbabwe, au même moment, bah, on a le Bitcoin qui est au-dessus des 13 500, 14 000, ainsi de suite. Pourquoi? Le Zimbabwe, sa monnaie ne vaut plus rien. Et donc, la population là-bas utilise le dollar américain. Maintenant, le dollar américain, vu qu'il est là-bas et que, on va dire, le dollar américain, c'est pas son pays, enfin, c'est pas son pays d'origine, la population doit acheter du dollar. Donc, c'est fait que si le dollar est rare, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas beaucoup en circulation, donc ça fait que le prix, donc, pour avoir un dollar, bah, vous allez peut-être devoir payer l'équivalent de 5 dollars pour avoir un dollar. Donc ça fait qu'il y a une forte inflation et les dollars sont très rares. Vu qu'ils sont très rares, ceux qui les ont, quand ils vont les garder, que ça va faire beaucoup d'offres, donc le prix du dollar va monter. Donc pour que les personnes achètent du dollar, vu que ce dollar est très cher, lorsqu'avec ce dollar, vous allez acheter du Bitcoin, ça va faire en sorte que le prix du Bitcoin va être bien plus cher. Donc, c'est pratiquement, on va dire pratiquement le double, on va dire 80% plus cher que ce que l'on a, nous, ici, lorsque le Bitcoin est à 7000, on va dire là-bas, c'est proche des 14 000. Donc, si on fait 7000, 14 000, voilà, on peut dire même que là-bas, le Bitcoin est deux fois plus cher, mais tout simplement, bah, c'est dû à ça. Donc, c'est dû à ça que juste parce qu'il n'y a pas beaucoup de dollars en circulation, le dollar est très cher et le dollar est très rare. Donc, ça fait que ça augmente la valeur du Bitcoin là-bas et ils n'ont qu'un seul exchange pour pouvoir se procurer du Bitcoin là-bas au Zimbabwe. Donc, ouais, que la population a trouvé comme alternative à un manque de dollars aucune confiance totalement perdue dans sa monnaie locale, coup d'État, incertitude politique, bah, directement, qu'est-ce qui se passe? On a trouvé une alternative pour pouvoir continuer notre quotidien. Bah, c'est le Bitcoin, mais maintenant, bah, voilà, le Bitcoin, avec le taux d'inflation qu'ils ont là-bas et les problèmes qu'ils ont là-bas, bah, ça a enflé réellement fortement le prix du dollar. Donc voilà, donc ça c'est la première news. Et ici, vous avez la deuxième news, ici qui est en relation avec elle. Donc, ouais, ici, ça parle bien du coup d'État qu'il y a eu au Zimbabwe. Donc, ouais, elle est en relation avec la première et ça fait en sorte que quoi? Que le prix dans l'exchange domestique qu'ils ont là-bas au Zimbabwe est bien plus haut que ce que nous on voit ici, on va dire en Europe, aux États-Unis et partout ailleurs. Donc voilà, donc ça c'est pour le Zimbabwe. Maintenant ici, qu'est-ce que l'on fait? On retourne ici en Angleterre et qu'est-ce qu'on a? Le watchdog, donc c'est-à-dire l'autorité maximale financière, donc c'est la FCA, donc le Financial Conduct Authority. Qu'est-ce qu'ils ont fait maintenant? Ils ont mis un CFDs. Donc un CFD, c'est quoi? C'est un contrat pour la différence. Vous savez bien que moi, j'opère avec des CFDs, mais moi, ce qui me fait un peu rire, c'est que cet article, je pense qu'il arrive un peu tard. Moi, ça fait déjà un bon bout de temps, ça fait durant toute l'année 2017 que j'opère avec des CFDs. Même depuis, je pense, 2016, où au départ, il n'y en avait que Bitcoin. Maintenant, depuis début 2017, tous mes brokers me donnent pratiquement les 7 ou 8 cryptos les plus importantes. Donc, je trouve que cet article arrive un peu tard. Je me dis peut-être qu'ils n'étaient pas bien réveillés ou quoi que ce soit, vu que moi, je bossais aussi avec à travers le broker où je suis toujours à IB, mais bon, j'ai moins d'activité là-bas, où j'étais à IB. On travaillait avec la banque Barclays, Barclays qui est une banque d'affaires et qui était la banque d'affaires qui nous donnait accès aux CFDs. Donc si Barclays est une banque d'affaires et que le broker est un broker anglais, tout broker anglais doit être régulé et nous sommes régulés par la FCA. Donc on nous donne des CFDs et je me dis, tiens, cette nouvelle elle arrive un peu tard, mais bon, soit. Ici, je vous la donne. Donc, vous voyez que maintenant que les CFDs sont là et qu'on a des CFDs sur les cryptos et qui sont bel et bien là. Et donc, c'est ça. Donc, c'est un produit à risque, beaucoup d'effets de levier, mais ça, c'est du pain béni pour les investisseurs. Et donc, voilà. Donc, il y a déjà des CFDs sur l'euro-dollar, CFDs sur actions, sur matières premières, sur des futurs et maintenant bah, sur les cryptos. Voilà. Comme je vous dis, bah, moi, ça fait un an déjà que j'opérerai avec des CFDs et par des entités qui étaient régulées par la FCA. Donc, voilà. Donc, maintenant, on va dire que c'est comment dirais-je, on va dire que c'est là, la CFDs, comment dirais-je, la CFDs, la FCA, comment dirais-je, bah maintenant les CFDs ils sont là, mais aussi qu'est-ce qu'il y a là maintenant ici en gros, vous voyez que l'article aussi c'est quoi? Issues, donc c'est-à-dire qu'ils ont émis un warning pour dire faites attention à la manière dont vous opérez là-dessus sur ces cryptos parce que c'est très volatile, très risqué et très dangereux. Mais bon, vous voyez que je trouve que comme je disais, je trouve ça un peu tard de venir mettre ce genre d'article maintenant, vu que ça fait, comme je dis, moi, ça fait déjà plus d'un an que j'opère. Enfin, ça fait plus d'un an déjà que je spécule et que je traite, mais bien sûr, plus d'un an déjà que j'opère avec les CFDs, et je trouve que leur warning arrive un peu tard. Donc voilà. Maintenant, on retourne aux États-Unis. Et qu'est-ce qui se passe là-bas? Bah maintenant, oui, vous connaissez les ICOs, on a vu les IFI, les IFO, donc Initial for Offering. Et maintenant, il y a les ITOs, donc les Initial Troll Offerings. Pourquoi? Ben là, les trolls, hein, on sait tout ce que c'est qu'un troll. Mais vu qu'il y a beaucoup de trolls aux États-Unis, et surtout à Wall Street, ben maintenant, les personnes sont en train de faire des idées originales de coins
et comment dirais-je, qui parle d'un personnage en particulier à Wall Street qui aurait trollé les cryptos et oui, qu'il y avait une, ITO pardon, qui a été créée déjà il y a un bout de temps. C'était sur qui? Bah, c'était en rapport avec Monsieur Jamie Dimon. Donc on m'a dit, maybe Jamie will fire, donc sûrement que Jamie va te virer, mais au moins tu seras libre de pouvoir trader, de trader les cryptos. Donc ouais, c'était une ITO qui a été faite et donc voilà, donc c'est une initiative qui est marrante. Donc vous avez une idée, vous voulez troller, bon, vous voulez faire une ITO et dédié à un personnage public de Wall Street en particulier qui aurait mal parlé enfin, des cryptos, du Bitcoin ou quoi que ce soit, bah, vous faites votre ITO et on va voir si votre idée va être fondée. Et principalement, l'idée, c'est quoi? Quand on fait la ITO, l'argent qui est récolté, c'est pour avoir, dans ce cas-ci, c'était pour avoir une page, mettre un article dans le Wall Street Journal, donc ça coûte quand même une bagatelle et ils ont mis le prix ici exactement. Le prix que ça coûtait pour avoir un article dans le Wall Street Journal, je ne me souviens pas, donc j'ai pas envie de vous dire, voilà. Ouais, il dit ici, pour avoir une page entière dans le Wall Street Journal, ça coûte 350 000 dollars. Donc, c'est ce qu'ils veulent lever comme fonds avec les ITO afin de pouvoir être là et de mettre ça, de rendre ça public. Donc, voilà, ça c'est le but de la ITO. Donc, je trouvais ça pas mal marrant. Voilà, il se passe toujours des choses. Il se passe des choses pas mal. Donc, maintenant, on continue et maintenant, on va en Suisse. Et qu'est-ce qui se passe en Suisse? Eh bien, en Suisse, ils ont créé quoi? Ils ont créé une note pour les shorts. Donc, c'est quoi les shorts? Eh bien, les shorts, c'est tous ceux qui prennent des positions baissières, des positions vendeuses, des ventes à découvert. Et donc, ils ont créé un espèce de dérivé. Ils ont créé un ETN. C'est un Exchange Traded Note. Donc, une note d'échange, une note d'échange euh, par rapport au Bitcoin. Donc, ce sont deux institutions, la Vontobel AG et Leontech Securities, qui ont décidé de créer, comment dirais-je, cette ETN et qui va être listée. Cette ETN va être listée là directement sur les exchanges là en Suisse et ça va permettre aux investisseurs de faire quoi? Oui, ça va être lancé ici au Six Exchange et ça va permettre aux investisseurs, ben, au lieu de prendre des positions courtes sur le Bitcoin, et ben, ils vont juste acheter cette ETN. Donc, ouais, c'est tout simple. Donc, voilà. Pour que vous compreniez un peu rapidement, donc je vais faire un petit dessin rapide pour que vous compreniez comment ça fonctionne. En gros, on va dire, vous avez le Bitcoin qui est en train de monter et ils anticipent une baisse. On va dire que ça, c'est le BTC, hein, BTC face au dollar américain. Et là, maintenant, ici, vous avez le ETN. Si les personnes achètent le ETN, si le ETN est en train de monter, c'est qu'on s'attend qu'il va y avoir une baisse dans le Bitcoin. Ok? Donc là, le ETN, il monte. Au plus les personnes l'achètent, c'est pourquoi c'est que les personnes, on va dire, ils achètent un short. Donc c'est un ETN short. Donc ça veut dire quoi? Qu'ils voient que non, qu'il peut y avoir une grosse baisse. Donc au lieu de venir et mettre une vente à découvert sur le Bitcoin pendant qu'il passerait de, on va dire, de 8 000 à 6 000 par exemple, eh ben, ils vont acheter le ETN par exemple qui coûte 20 dollars et va pousser le prix pour qu'il arrive à 40 dollars. Donc vous voyez que ça va dans la direction inverse. Donc là, c'est pour éviter d'avoir trop de risques ici en faisant une vente à découvert sur le Bitcoin. Ben, eux, ils vont faire ça en achetant le ETN. Et là c'est à l'inverse. Si le ETN maintenant commence à baisser, donc c'est-à-dire que les gens vendent le ETN, ça veut dire que le Bitcoin, ben, lui, va passer de 6 000 et qu'il va remonter. Donc tout simplement, c'est comme ça. Donc ça va permettre de voir le volume et de déterminer comment sont positionnés les spéculateurs. Si les spéculateurs pensent que le Bitcoin va monter ou s'ils pensent que ça va baisser. Donc en gros, voilà, en Suisse, on a un ETN. Maintenant, on a fini ici le chapitre global, donc on a fait un tour du monde et maintenant ici, on va s'intéresser à quoi? On va s'intéresser tout simplement à ce qui se passe au niveau de la fraude. Donc quelles sont les fraudes qu'il y a eu? Et cette semaine-ci, j'en ai eu une. C'était un day trader aux États-Unis qui a fait une fraude en utilisant les Bitcoins. Donc on va voir un peu un résumé. Donc c'était monsieur Joseph P. Winner de 42 ans, résident à Ambler en Pennsylvanie. Et qu'est-ce qu'il a fait? Ben, il a fait on a full count charge by federal grand jury District New York. Qu'est-ce qu'il a fait? Donc lui, bon, c'est un day trader indépendant. Il était chargé pour conspiration, wire fraud, donc wire, c'est-à-dire quand il a fait des transferts frauduleux, et securities fraud, donc une fraude avec un actif financier, et intrusion en utilisant un ordinateur. Donc il s'est introduit dans l'ordinateur et dans les comptes d'autres utilisateurs. Et qu'est-ce qu'il a fait? Money laundering, donc blanchiment d'argent. Et donc il a pris pour tout ça. Donc il a pris énormément. Et donc il avait monté... il a réussi à faire quoi? Il a réussi à frauduleusement voler de l'argent dans 110 comptes. Donc dans 110 comptes différents. Et donc voilà, donc là il a volé énormément de choses. Et qu'est-ce que ça a fait? En
en venant et en volant des bitcoins et ainsi de suite, dans des bitcoins et de l'argent, enfin beaucoup de choses. Hein. Donc vous allez lire tout l'article ici dans plus de 110 comptes en ligne, hein, 110 comptes de clients en ligne, donc des comptes de courtiers en ligne, et les totaux, donc le total s'élevait à plus de 2 millions de dollars. Donc ça, c'est qu'il a réussi à voler tout ça et il s'est fait arrêter. Et donc voilà, maintenant, monsieur est en prison. Donc oui, encore une fraude reliée au Bitcoin, mais là, c'était aux États-Unis. Et maintenant, on va aller dans le chapitre un peu des altcoins. On va voir un peu ce qui s'est passé dans les autres coins alternatives. Et ici, on va voir réellement ce qui s'est passé. On va laisser un peu de côté le Bitcoin et on va s'intéresser aux autres choses. Rappelez-vous, j'ai dit que vous avez vu que Ripple est fortement monté cette semaine-ci. Dû à quoi? Grosse annonce. Je dis toujours regarder les catalyseurs. Les catalyseurs, c'est quoi? C'est les annonces lorsque vous voyez l'utilité de la compagnie, lorsqu'il y a des grosses institutions qui viennent. Donc, quand tu as de l'argent qui vient dans une crypto, de l'argent qui vient de gros institutionnels, des entités connues. Rappelez-vous, on avait les banques centrales lors de l'événement à Toronto. On a eu la fondation Gates et maintenant on a American Express qui a fait quoi? Qui vient d'ouvrir un Ripple-based International Blockchain Payment Channel. Donc voilà, un nouveau canal de paiement utilisant le blockchain et en utilisant Ripple. Donc ça, c'est super catalyseur pour Ripple. Association avec American Express, très grand nom, Ripple à la hausse. Ok, donc là vous avez ça. L'article encore a été confirmé. Pourquoi? Parce qu'il y a quoi? Encore une fois ici, Double Digit Rally, après que l'annonce d'American Express, donc vous voyez que ça, c'était un catalyste, donc un catalyseur très fort par rapport à ça. Donc ça c'est bon pour Ripple. Numéro 2, maintenant on va s'intéresser à Dash. Et on voit que Dash était dans les hauts alors que Bitcoin a eu des problèmes. Et on va voir exactement pourquoi. Vous voyez que lorsqu'il y avait le Bitcoin Cash qui était monté, Dash était monté avec et le Bitcoin était descendu. Donc rappelez-vous, je vous ai parlé de ce qui était cette corrélation négative. Mais maintenant, qu'est-ce qui est en train de se passer ici? C'était tous les problèmes qu'il y avait au niveau des forks et des forks pour augmenter la taille des blocs afin qu'il puisse y avoir beaucoup plus de transactions, que ce soit plus rapide et que ce soit moins coûteux. Donc en gros, c'était passer des blocs de 1 méga à 2 mégas. C'est ce que voulait faire le Sedgwick 2X et ainsi de suite. Et c'est ce que peut faire Bitcoin Cash parce que la manière dont les transactions sont faites, c'est bien plus intéressant. Et d'un autre côté, avec le Bitcoin, ça commence à devenir de plus en plus coûteux, de plus en plus lent. Donc, il fallait augmenter la taille des blocs. Et ça, c'est la scission qu'il y a eu entre les deux avis opposés au sein de l'écosystème, donc de la communauté Bitcoin. Mais maintenant, Dash a réussi à trouver la faille et Dash est déjà en train d'améliorer ce genre comment dirais-je, de choses. Et vous voyez qu'en gros, c'était quoi? C'est ça, le block size comment dirais-je, des blocs l'agrandir ou pas, pendant que les autres étaient en train de se disputer pour le faire, Dash est allé de ce côté tranquillement et venir avec quoi? Voilà, nous on a la solution à cela et là c'est quoi? Ça va continuer à s'augmenter tranquillement avec le temps et c'est un projet qui avance et donc qu'est-ce qui est en train de se passer maintenant? L'argent est sorti de Bitcoin pour rentrer directement dans Dash, aussi simple que ça. Ouais. Donc pendant que les autres sont en train de se disputer, il y en a qui sont plus malins qui travaillent et donc là c'était le cas de Dash, donc voilà. Et donc, vous voyez ici, comme on disait ici, hein, pendant que le Bitcoin refuse l'augmentation des blocs à 2 mégas, là c'est un article en espagnol ici, vous voyez que le Dash, lui, il s'apprête à le faire. Donc Dash a déjà testé la chose et est en comment dirais-je, à des très grosses capacités pour pouvoir le faire. Et donc là maintenant ils disent que tous les changements qu'ils vont être en train de faire, ça va pouvoir être fait. Et Dash a vraiment, comment dirais-je, ramené cela, comment dirais-je, aux investisseurs et à toute la communauté et ils sont capables de le faire. Donc vous voyez que cette montée que vous voyez dans Dash, elle est due à un catalyseur et le catalyseur est dû que eux, Dash, oui, ils ont réellement fait évoluer leur crypto pendant que je dis encore une fois, je me répète, pendant que tout le monde est en train de se battre, eux, ils font les choses et donc voilà, ils remportent la palme. Donc ça, c'était pour Dash. Maintenant, on va regarder un peu, vous avez bien vu cette forte montée avec le Bitcoin Cash, qu'est-ce qui s'est passé pendant un bref instant lorsque le Bitcoin Cash a surpassé les niveaux des plus des, je pense que c'était les 2000 dollars, hein, 2000, je ne sais pas combien, attendez, il y avait c'était super haut là le Bitcoin Cash. Voilà, c'était encore dans les 1800 et quelques. Non, quand le Bitcoin Cash est monté très haut, très fortement. Vous voyez ici qu'est-ce qui s'est passé? Il est passé, sa capitalisation de marché a surpassé celle de Ethereum durant un court instant avant après de voir ce fort pullback. Mais bien sûr, rappelez-vous, donc là on verra ça demain lorsqu'on va regarder le Bitcoin Cash et le Bitcoin et ainsi de suite. Lorsqu'on va faire le Bitcoin Trading du dimanche, vous allez voir, on va voir ça en graphique, on va analyser cela. Donc retenez que ça, c'était quelque chose de très positif. Et d'un seul coup, on a vu Dash passer en deuxième position au niveau du ranking des
crypto qui ont la plus grande et la plus large capitalisation de marché. Donc là, ça a été pendant un temps, et même le monsieur Vitalik Buterin, fondateur de Ethereum, a félicité les personnes qui étaient derrière Bitcoin Cash, donc Roger Ver, donc un personnage très 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 connu, et encore pas mal d'autres personnes. Et donc voilà, donc il y a toujours les mêmes problèmes, des set week, des forks, ainsi de suite. Donc moi, ça me donne mal à la tête de parler de tout ça, parce qu'à un moment donné, on ne s'en sort plus. Et donc c'est pour ça que je dis, ben voilà, si on veut bien opérer, on est obligé de suivre ces news, parce que vous avez bien vu, encore une fois, je me répète et je me répéterai tout le temps avec ça, ce sont ces news-là qui font bouger ces marchés. Donc voilà, donc là c'était pour le Bitcoin Cash. Maintenant on continue encore une fois ici. Et qu'est-ce que l'on a? Encore une fois ici le Bitcoin Cash, ici et le Bitcoin Cash Network Block Interval Settle with New DAA. Donc ouais, le Bitcoin Cash a encore amélioré son réseau. Et maintenant quoi, avec un intervalle de blocs, donc ici ils sont en train de décrire exactement tout ce qu'ils sont en train de faire, donc le DAA Hard Fork. Et là maintenant, ça c'est ce qui s'était passé, donc il y a beaucoup beaucoup de choses au niveau du temps. Vous voyez que ça a à voir avec au niveau du temps, des blocs, des confirmations des blocs, la création des blocs, comment les blocs vont commencer à s'emboîter. Donc ça a à voir avec le réseau, donc ça a à voir avec tout le côté technique. Donc vous voyez que c'est pas mon fort, mon fort c'est le trading, mais ça, ce sont des choses qui améliorent, ce sont des choses qui plaisent aux investisseurs. Si les investisseurs voient des améliorations et de l'évolution toujours au niveau de la technologie et de l'aspect technique et de l'utilité des fonctions d'une coin en particulier, bah, qu'est-ce que ça fait? Bah, donc ça lui donne un bel avenir devant elle, et donc là l'argent va commencer à aller dedans. Et ce que vous avez vu, c'est ce qui s'est passé. Bitcoin est en train de faire tout et n'importe quoi, et d'un autre côté on a vu quoi? Bah, le Bitcoin Cash, lui, on a profité, on a vu Dash aussi en profiter. Donc ce genre de news pour nous est très 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 importante. On doit toujours être là, savoir ce qui est en train de se passer. C'est comme je vous dis, moi je vous dis clairement, bah, moi c'est pas mon truc, mais je dois m'intéresser à ça parce que c'est en fonction de ça qu'il y a des mouvements ici que moi je peux trader. Donc quand je sais ce qui se passe, eh ben, tant mieux. Ok, donc vous voyez que ça nous a valu d'aller aux 2800 $, des annonces pareilles, donc c'est très 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 haut. Donc vous voyez ici le gros volume, qu'il y a eu un gros volume acheteur lorsqu'il y a des news pareilles, bah, c'est excellent. Donc là on sait déjà qu'il va se passer des choses, donc là on va voir ça demain au niveau trading, donc vous voyez un peu tout ce qui est en train de se passer. Et on va terminer ici avec quoi? Avec BitMEX. Encore une fois, on va retourner à eux, hein. Donc, c'est le Bitcoin Mercantile Exchange. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils vont faire un futur pour le Bitcoin Cash et ils vont annoncer la distribution. Vous voyez qu'au début, ils avaient des problèmes. Ils voulaient laisser le Bitcoin Cash et repayer tout le monde là-dedans. Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire? Ben, un dérivé. Donc, avoir un dérivé. Et lorsque vous avez un dérivé, qu'est-ce que vous pouvez faire avec un dérivé? Comme on dit, go long ou go short. Donc, vous pouvez acheter cela et vous pouvez vendre cela. Donc là, ça va encore faire encore beaucoup, beaucoup de choses. Donc, c'est un nouveau dérivé qui vient d'arriver. Et ils ont suivi un peu l'exemple de ce qui était en train de se passer au CME. Donc, ouais, ici, ils en parlent aussi, hein. Ici, en train de se passer au CME. Ben, donc, voilà. Ici, on va nous offrir un contrat, ouais, un dérivé, donc un contrat, comme ils disent bien, voilà, un contrat futur sur le Bitcoin Cash. Donc, on va encore pouvoir mieux spéculer. Donc, voilà, pour tous ceux qui sont dans le monde de la spéculation et du trading. Donc, vous voyez que des annonces pareilles, ben, c'est positif. C'est positif pour tous ceux qui sont en train de le trader. Et donc, voilà. Voilà, voilà, ça c'était tous les articles. On a vu tout ce qu'il y avait à voir. Encore une fois, ouais, que c'était encore une longue émission. Donc j'ai bien fait de les séparer en deux. Donc regardez ça tranquillement à votre temps. Vous allez avoir tous les articles en description de cette vidéo. Donc je crois que c'était bien de pouvoir les séparer en deux. Vous voyez qu'il y a beaucoup de choses. Donc là, moi je vous donne tous les articles que moi je lis durant la semaine. Pourquoi? Parce que tous ces articles-là, comme je vous dis encore une fois, ce sont des catalyseurs puissants qu'il y a. Donc moi je dois pouvoir anticiper les news qu'il y a. Et bien sûr aussi, là, je dois lire beaucoup de news. Pourquoi? Parce que je gère le risque et le portefeuille des clients. Je travaille avec eux. Donc si moi je ne sais pas ce qui est en train de se passer, je ne peux pas donner des bonnes informations et des bonnes recommandations. Enfin, même pas des bonnes recommandations. On ne peut pas générer des bonnes idées de trades pour mes clients. On ne peut pas avoir le risque, comment dirais-je, sous contrôle. Donc c'est très important pour nous les news. Donc ouais, qu'il y a un gros travail d'investigation qui doit être fait. Là je vous le donne vraiment en flash parce qu'on va commencer à lire des articles. Regardez que en lisant tout ce qu'on a lu, donc si on combine les deux émissions, ça nous fait quoi, près de 2 heures. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup de choses, mais vous voyez un peu ce qui se passe. Donc moi je partage ça avec vous. Pourquoi? Parce que peut-être tout le monde n'a pas accès à aller lire telle information, le temps. Donc moi je vous condense le tout, je vous le donne là. Et ce qui vous intéresse, ben, vous allez vous-même retrouver la liste. Vous avez vu qu'elle est dans l'ordre, donc vous allez pouvoir retrouver l'article
l'article qui vous intéresse et le lire tranquillement à votre propre discrétion. Donc merci à vous. Donc c'est que vous pouvez me retrouver ici sur www.jctube.com/solution pour ceux qui parlent français. Le box ici pour m'envoyer des messages. Ici le numéro WhatsApp, Viber, Telegram. On est dans Steam. Donc à Steam vous cherchez JCTube dans Steam. YouTube vous connaissez le canal le Trading Wall Street TV et on est là pour ce que vous voulez. Et donc maintenant pour le programme, donc vous savez bien exactement le programme. Aujourd'hui c'est samedi, donc c'est la journée de tous les crypto rapports. Donc les news et les performances, on les a faites en 2 vidéos. C'était long, mais ça a été fait. Demain dimanche, on aura le Bitcoin trading, on va voir le Bitcoin dollar, on va voir le Bitcoin cash. Et on va regarder ce qui se passe, le volume, donc vraiment bien détaillé, 100% approfondi là-dessus. Et je vais vous parler de, en gros, non, rappelez, je le dis bien, ce ne sont pas des incitations à trader, mais je vais vous parler un peu de ce que nous on fait ici, donc avec l'analyse technique et le price action, et ça aide bien sûr pas mal de personnes. Donc merci à tous ceux qui m'ont dit que ça les avait aidés au niveau d'éducation financière et d'en apprendre un peu plus, donc c'est ça le but, donc tout simplement c'est ça. Donc dimanche, Bitcoin trading, lundi, Ethereum et Dash trading, mardi, Neo et Litecoin trading, mercredi, Iota et Ripple trading, et jeudi, Zcash et Monero trading. Donc, merci à vous. C'était Serge Kakilimbe du jctwim.com, du www.jctwim.com. Et merci à vous pour vous être abonnés, pour commenter, pour liker, pour partager des vidéos. J'ai vu des personnes qui partageaient des vidéos dans leurs propres réseaux sociaux. Donc, un grand merci à vous, un grand merci pour le support, un grand merci pour ceux qui sont là en train de commenter, qui apprécient le travail. Ben, merci, comme je dis, moi je ne donne que mon humble avis. Je montre ici et je partage avec vous ce que je fais dans mon travail au niveau donc interne et professionnel, ce que je fais avec mes clients. Ben, vous avez vu une partie des clients que j'ai qui sont avec moi là aussi au GC Team qui sont en train de développer pas mal de choses. Donc voilà, on est là, on travaille tous ensemble, ça fait une bonne équipe et donc voilà. Donc après, ben, ça fait une famille, donc on est là, on traite tous ensemble. Donc voilà, pour ceux qui seraient intéressés pour quoi que ce soit, ben, n'hésitez pas. J'essaie de répondre à tout le monde quand je peux et donc voilà, je suis là quoi. Donc voilà, ok. Donc un grand merci à vous, passez un bon week-end, donc bonne soirée de ce samedi, donc je ne sais pas quand est-ce que vous allez voir la vidéo, donc bon dimanche, bonne fin de week-end, bonne semaine, et rappelez-vous les crypto rapports, ça reviendra la semaine prochaine, donc c'est tous les samedis, et vous avez déjà le programme de la semaine, ok, donc merci, un grand merci à vous, bonne soirée, ciao ciao, bye bye.